Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous portez bien. J'espère que vos proches se portent bien en ces temps si difficiles de pandémie. Nous sommes avec vous ce soir, comme chaque mercredi, pendant environ 1 heure pour vous parler d'économie. Savez-vous que 35% du prix des produits que vous consommez au quotidien, consiste en un coût de transport et de logistique. Les coûts d'acheminement des produits et de la matière première rendent nos importations plus coûteuses qu'elles ne devraient être. Cela a une incidence directe sur le pouvoir d'achat notamment. Elles rendent nos exportations également moins concurrentielles, notamment vers l'Europe et vers l'Afrique. L'Algérie est très mal classée et on va vous expliquer durant ce débat pour quelles raisons nous sommes si mal classés en termes de coûts logistiques et de transport. On va s'intéresser aux frais maritime en particulier. Les opérateurs économiques se plaignent beaucoup et depuis plusieurs années des lourdeurs de la logistique sur les ports. Ils se plaignent d'y perdre énormément d'argent. L'État, de son côté, décrit une véritable saignée de devises au moment où l'Algérie est en manque flagrant de finances et en déficit structurel également. Une véritable saignée est décrite en devises au niveau des opérations de commerce extérieur chaque année. À cause de quoi? À cause d'une qualité logistique très faible et surtout car quasiment l'ensemble des produits qui viennent vers l'Algérie ou qui quittent l'Algérie pour être exportés passent via un armement étranger. Voici l'essentiel des raisons qui font que le coût soit aussi cher. À qui la faute réellement? Les opérateurs, les structures, les institutions publiques? Faut-il mieux équiper les ports? Faut-il mieux les manager? Nos invités sont là ce soir pour vous éclairer sur cette problématique. Je reçois ce soir Monsieur Mohamed Dib, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le président, directeur général de GEMA, le groupe algérien de transport maritime. Agent maritime. Agent maritime plutôt. Merci à vous, Abdullah Seria, d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Association des professionnels et agents maritimes. Merci d'être avec nous. Et nous avons également avec nous à distance via Skype Monsieur Mohamed Touazi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, et merci pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous à distance afin de respecter la distanciation sociale. Vous êtes économiste, membre du think tank CARE et chef d'entreprise également. Alors voici donc pour le plateau de ce soir. Avant d'entamer le débat, je vous propose de revenir un petit peu en arrière pour jauger la température qui prévaut dans le domaine du transport logistique et du fret maritime. Le 2 novembre dernier, le ministre du secteur a tenu une rencontre qui souhaite être mensuelle, une sorte de forum de la logistique. Il a tenu des propos particulièrement sévères justement par rapport à cette saignée, par rapport à ces montants en devises qui sont transférés en dépit du fait que la facture d'importation devient de plus en plus maîtrisée. Regardez le reportage ou le compte rendu réalisé par la rédaction. Mais, monsieur le ministre, il me semble également... Lors de la première édition du Forum des transports qui s'est penché sur la problématique du transport maritime de marchandises, le ministre des Transports, Lazhar Hani, a déclaré que le transport de marchandises vers l'Algérie est le plus coûteux du bassin méditerranéen. 9,7 milliards de dinars de frais supplémentaires sont dus au surestarie, alors que les importations étaient faibles en 2019. Des surcoûts qui ont entraîné une véritable saignée dans les caisses de l'État. Les surestaries, ce n'est pas une dépense normale, c'est une dépense anormale, parce qu'il n'y a pas de contrepartie. La contrepartie, l'armateur, il est dans son droit d'exiger qu'on lui paye le prix de l'immobilisation de son conteneur, mais pour l'économie algérienne, il n'y a pas de contrepartie. Et le gouvernement a la volonté de réduire cette dépense à un niveau acceptable, un niveau de ce qui se passe ailleurs. Le secteur maritime algérien doit se pencher également sur le problème du retard de modernisation de l'infrastructure portuaire existante. Il s'ajoute des équipements d'exploitation inadaptés, expliquant ainsi la faiblesse des rendements, les longs séjours des navires à quai, les attentes prolongées sur rade, les goulots d'étranglement très contraignants et surtout très chers.
L'Azhar Hani présentera lors du prochain Conseil des ministres des propositions pour la préservation des réserves de change, la création d'un Conseil national de facilitation des échanges économiques afin d'encourager le dépotage des conteneurs au niveau des zones logistiques ou des ports secs. Le ministre a aussi fait savoir qu'une amende devra être mise en œuvre à l'encontre des opérateurs économiques ayant leurs conteneurs retenus au niveau des infrastructures portuaires qui engendrent des frais supplémentaires en devises sur les opérations d'importation. Ils auront un délai de 30 jours afin qu'ils accomplissent toutes les procédures juridiques nécessaires et nous pensons que ce délai est largement suffisant. Au-delà de 30 jours, ça sera une amende et si ça dépasse, ce sera une amende progressive en fonction des jours. Ces problèmes et d'autres liés au transport maritime devront être régulièrement débattus dans d'autres éditions du Forum des transports. Voici donc le compte rendu de Yanis Saïd Belkacem. On commence justement par cet aspect qu'a évoqué le ministre du secteur qui consiste donc à trouver des solutions au blocage des containers et donc à une facture de surestarie qui est très importante. Il l'a évalué à 9 milliards de dollars en 2019. Les containers retenus au niveau des ports au-delà de 30 jours feront l'objet d'amendes et d'amendes progressives. Bien sûr, cela s'adresse aux opérateurs économiques. Le cercle CARE, le think tank CARE, a signé une note par rapport à cette mesure. Mohamed Touazi, je commence par vous et vous demander comment est-ce que le cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise perçoit-il cette mesure décidée par le ministre des Transports ? Oui, effectivement, après donc, la proposition du ministère des Transports d'instaurer cette fameuse amende ou taxe, je ne sais pas comment on va l'appeler, donc nous avons répondu à travers une note qui est largement reprise par toute la presse. Mais avant de vous donner nos éléments de réponse, et pour une meilleure compréhension pour vos téléspectateurs, et essayons de décortiquer un petit peu comment se fait le dédouanement d'un conteneur, par exemple, ou même pour un bateau de marchandises homogène. Alors, l'opérateur économique, lors de son importation, prépare un dossier. Le dossier, c'est en général une facture domiciliée, un registre de commerce et d'autres documents habituels. Il les remet à son transitaire et une fois le conteneur débarqué du bateau, le transitaire engage le dossier auprès de la douane et de la DCP. La DCP et la douane, bon, ils font leur travail légal et réglementaire de vérification de la conformité et ils font aussi... Et c'est dommage parce qu'ailleurs, ça ne se fait pas systématiquement. Et ils font un travail d'inspection physique de la marchandise. Et cela, voilà, et c'est le point important. Et cela peut prendre beaucoup de temps pour diverses raisons. Il peut y avoir des incompréhensions dans le dossier, il peut y avoir une surcharge de travail de la part des douaniers, il peut y avoir une indisponibilité toute bête du chariot élévateur pour prendre le conteneur, l'ouvrir pour que l'inspecteur inspecte la marchandise, il peut y avoir des grèves, il peut y avoir un problème d'étiquetage sur la marchandise. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de problèmes multiples et variés qui font que l'inspection ne se fait pas dans les délais réduits comme ça devrait se faire. Bon, une fois tout ça c'est bon, alhamdoulilah, il y a un point élevé qui est émis. Et c'est à ce moment-là que l'importateur prend en charge sa marchandise, il prend le conteneur, il le met sur le camion et il se dirige vers son entrepôt ou son usine. Donc, on voit bien à travers ce que je viens de décrire que le retard ne peut pas être à l'extérieur de l'enceinte portuaire, elle est à l'intérieur. Et ces mesures, donc, selon vous, l'ensemble de ces étapes ne se font pas en 30 jours ? Mais bien sûr, elle pourrait se faire en une année même, c'est-à-dire quand vous avez un contentieux, quand vous avez un problème avec l'administration douanière ou la direction de la concurrence et des prix. Eh bien, vous savez, en Algérie, pour régler les problèmes, il vous faut beaucoup de temps, il vous faut beaucoup de déplacements, beaucoup de palabres, et beaucoup de documents à fournir, et beaucoup d'attentes, beaucoup de rendez-vous non donnés. Donc, il y a un certain nombre de choses, et c'est ça qui est extraordinaire dans cette note-là, comment on peut envisager appliquer une amende
à quelqu'un qui n'est pas responsable du retard. C'est incroyable. Donc, il serait donc raisonnable, et je vais terminer très rapidement, il serait donc raisonnable de faire la distinction entre les délais de mobilisation des conteneurs à l'intérieur ou à l'extérieur du port. Oui. Et je vais rajouter quand même quelque chose pour être beaucoup plus clair pour tout le monde. Comme on dit en arabe, c'est-à-dire, moi je vais vous donner un chiffre. C'est dans le rapport du Doing Business de la Banque mondiale. Écoutez bien. Le délai moyen des procédures du commerce transfrontalier est de 96 heures pour l'Algérie, de 72 heures pour la région MENA, Middle East, North Africa. C'est l'Égypte, c'est le Maroc, c'est la Tunisie, c'est des économies équivalentes qui ressemblent beaucoup aux nôtres. Et seulement 3 heures pour l'OCDE. Donc, vous voyez donc que les délais ne sont pas du tout favorables à l'opérateur. Et oui, c'est l'opérateur... Voilà. Oui, on va revenir justement sur ce qui se passe avant que le conteneur ne quitte l'infrastructure portuaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Mohamedi, avec ce que vient de développer Mohamed Touazi par rapport finalement à cette fameuse dichotomie entre ce qui pourrait être fait en post, c'est-à-dire en dehors, hein, finalement, le contrôle peut se faire a posteriori plutôt qu'a priori. Vous voulez que je commence? Allez-y. D'abord, je réitère mon remerciement pour nous avoir invités. Je dirais que, bon, c'est M. Touati, c'est ça? Touazi. Touazi, d'accord. Ça dépend. C'est-à-dire que moi, j'ai ici des délais moyens, par exemple, d'échange de la marchandise, d'échange de documentation. Il a parlé de déclaration douanière. Avant la déclaration douanière, d'abord, le transitaire vient chez l'agent maritime. Il doit faire l'échange de documents. Il ramène le connaissement original, donc pour avoir ce qu'on appelle le bon à délivrer. Et là, le délai moyen actuel pour que le centre transitaire, en moyenne, je parle en moyenne, vienne faire l'échange de documents, c'est une moyenne de 16 jours. En 2018, du moins la moyenne qu'on a dans notre base de données, banque de données, AGEMA. En 2018, c'était 30 jours. En 2019, c'est 25 jours. Ça s'est amélioré. Aujourd'hui, c'est 16 jours. Le problème, il réside où? D'abord, c'est la documentation bancaire. Quand il ne reçoit pas cette documentation bancaire, l'opérateur économique, donc son transitaire, ne peut pas faire l'échange. Il prend du retard. Il prend du retard. Il perd des gens en moyenne, je dis bien 16 jours. Ça veut dire qu'il y a des opérateurs économiques qui le font en 3 jours, peut-être, oui. Un minimum de 3 jours, 2 jours. Il y a d'autres qui le font en un mois, même. Et là, c'est un problème, il l'a bien dit, de documentation. Mais d'où vient ce problème-là? Pourquoi certains opérateurs économiques font ça en 3 jours? Et on les connaît, ces opérateurs, on les connaît très très bien. C'est de grands opérateurs économiques qui connaissent très très bien le processus, qui connaissent bien, une maîtrise. Il doit avoir d'abord une maîtrise du processus. Donc, ils le font en 3 jours. D'autres, il y a un document qui manque par-ci, par-là, il y a un problème. Bah, je ne peux pas citer tous les problèmes. Donc, vous incombez la responsabilité à la maîtrise des transitaires, en fait? Il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a la maîtrise de la documentation, mais il y a aussi un problème aussi bancaire. Il y a un retard au niveau de sa banque, par exemple. Il y a un retard. Donc, 16 jours. Après cela, donc pour l'enlèvement, je pense qu'il y a eu beaucoup d'améliorations concernant la déclaration au niveau des ports secs. M. Sarah est là pour affirmer ça. Dans les ports secs, il y a un délai, aujourd'hui, il y a un délai en moyenne de 1 à 4 jours, maximum sur 4 jours. Avant, bien sûr, il y a quelques années de ça, c'était plus, c'était 15 jours, c'était un peu plus, c'était après 7 jours. Aujourd'hui, c'est de 1 à 4 jours en moyenne, dans les ports secs. Ça veut dire que l'opérateur économique peut faire sortir son conteneur et enlever sa marchandise à partir du port sec, c'est-à-dire, le tout, si on compte le tout, à peu près 16 à 23 jours à peu près maximum. 23 jours, ça c'est vrai, c'est un peu trop aussi, 23 jours, mais la responsabilité incombe aussi parfois, surtout pour l'échange, à l'opérateur économique. Parfois la déclaration ne se fait pas même au niveau du port sec. Il y a des opérateurs qui restent 1 mois, c'est aussi un problème de documentation. Il y a un banque de documents quelque part.
Donc, en moyenne, c'est 23 jours. 23 jours. Et autre chose aussi, il y a certains opérateurs économiques, notamment la plupart des entreprises publiques, ils gardent le conteneur chez eux en tant que conteneur de stockage, un élément c'est-à-dire pour stocker les équipements. Il y en a beaucoup qui le font. Bon, aujourd'hui, quand même, il y a une sensibilisation sur l'effet de la contamination. Et là, on n'en est plus à la sensibilisation, là, on en est à la menace, puisqu'il y a une amende qui va être pendue par le ministère. Donc, c'est ça. Donc, c'est qu'il y a une raison. Hein, si le ministre en est arrivé à un point pareil, de dire aux opérateurs, vous allez payer une amende progressive à partir de 30 jours, c'est que vraiment, il y a réellement un souci d'immobilisation. Mais là, les opérateurs, est-ce qu'ils ont un intérêt, finalement, à ce que leurs marchandises restent bloquées? Absolument pas. Absolument pas. Et si vous permettez, hein, je vais un peu rebondir peut-être pour préciser pour nos téléspectateurs ce que c'est que la logistique. Qu'est-ce que c'est? On parle de logistique, mais qu'est-ce que c'est? En fait, la logistique, c'est l'acheminement d'une marchandise d'un point A vers un point B. Par exemple, de ramener une marchandise d'Allemagne sur Hassi Messaoud. Ça, c'est... Donc, tous les segments, tous les maillons, si vous voulez, de cette chaîne-là, c'est ce qu'on appelle la chaîne logistique. Qu'est-ce qu'il y a dans? J'ai découpé ça en quatre éléments. Il y a le transport maritime pour arriver en Algérie. Donc, je ne parle pas des formalités qui se font à l'étranger. Transport maritime. En Algérie, il y a le débarquement et le stockage au niveau du port. Puis, il y a les formalités du commerce extérieur. Et après, en quatrième séquence, il y a, disons, l'acheminement de la marchandise sur le site par l'importateur. Ça, ce sont les 4 phases. Donc, si vous voulez, on va décortiquer qu'est-ce que c'est que ces 4 phases-là, comment que ça se passe exactement. Le transport maritime, tout le monde sait aujourd'hui qu'il est cher sur l'Algérie. Mais s'il est cher, c'est qu'il y a des raisons. Les raisons, il faut les chercher là où elles sont. Il faut les chercher dans notre organisation, dans nos équipements. C'est ce que disait tout à l'heure Monsieur le ministre en ce qui concerne les ports. Les formalités également sont très complexes. Je reviendrai tout à l'heure sur les fameuses FAP, formalités administratives particulières. Je peux vous dire une chose. Aujourd'hui, il y a à peu près 17 000 positions tarifaires au niveau du code douanier. Eh bien, pas moins du tiers de ces formalités, de ces positions tarifaires, si vous voulez, exige un papier d'une administration algérienne, c'est-à-dire d'un ministère notamment, et tous les ministères sont concernés, ou la plupart des ministères sont concernés. Fatalement, si vous devez chercher quelque part une autorisation, soit au niveau du ministère de l'énergie, ou de l'agriculture, ou des transports, ou de l'hydraulique, ça demandera du temps. Et c'est un temps, si vous voulez, qui va effectivement rentrer dans la chaîne logistique. Et que nous allons payer malheureusement. Et qui va forcer l'opérateur donc à avoir sa marchandise, attendre au niveau avant dédouanement. Avec des coûts de surestarie qu'en fait qu'opérateur et État finalement se partagent puisque ce sont des devises. Je voudrais faire rebondir notre invité à distance, Monsieur Mohamed Touazi. On est tenté de dire l'opérateur finalement, quel que soit ce que peut lui coûter la lourdeur logistique, il finit par la répercuter sur le coût final du produit. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette réflexion? Totalement. Moi, partiellement, c'est une entreprise qui sera morte très rapidement. Parce que vous savez, entre les recettes et les dépenses, la différence est vite faite. Effectivement, et vous avez bien raison de le mentionner, c'est un élément inflationniste. Il fait partie de cette fameuse inflation importée dont on parle. Alors, l'inflation importée, c'est quoi? C'est bien sûr le prix du produit sur les marchés mondiaux, d'une part, mais aussi ce dont nous discutons ce soir, à savoir les frais supplémentaires engrangés par toute cette bureaucratie, toute cette administration. Puisque les prix mondiaux, nous n'avons aucune emprise sur eux. Au moins, essayons d'en avoir une sur ce qui se passe sur notre territoire, à savoir faciliter, débureaucratiser et donc réduire le coût de l'importation.
Voilà. Oui, et donc pouvoir être concurrentiel, effectivement, rend service à l'entreprise. Votre point de vue par rapport à ça, Mohamed Dadi, parce que vous pensez que l'opérateur se soucie peu, finalement, du moment qu'il arrive à se faire, à récupérer quelque part cet argent à travers les produits qu'il va commercer? Oui, on a vécu déjà, quand il n'y avait que des importations, il n'y avait pas d'exportation à part les hydrocarbures, peut-être les dates, autre chose aussi. Donc, ce coût logistique, on n'en parlait pas. Il y a quelques années de ça, personne n'en parlait des coûts logistiques. Ils ont toujours existé, les surcoûts logistiques. Et pourquoi je le dis, je l'ai dit à chaque fois, même dans certaines de mes conférences, ça ne plaît pas peut-être à tout le monde, mais certains opérateurs, je ne dis pas tous, il y a de grands professionnels qui ne se soucient pas de ces coûts-là, ils ne se sont jamais souciés auparavant, parce qu'ils se sont répercutés, bien sûr, le consommateur final. Dès qu'il s'agit donc, d'aller vers l'exportation, c'était donc c'est-à-dire orientation du pouvoir public pour exporter. Là, on s'est retrouvé devant un problème. Le même opérateur qui était importateur, il redevient exportateur, il a trouvé des problèmes. Quel type de problème? C'est souvent un problème de surcoût. Parce que même en termes de logistique, il faut dire qu'il y a de la logistique à l'international, il y a aussi la logistique interne qui est chez le producteur lui-même, celui qui fait des exportations. Il y a une logistique qui est très, très, très importante à son niveau. Le coût du produit, à quel coût il fait sortir son produit. Si un produit sort, je donne un exemple très, très, très banal, par exemple des dates, s'il arrive à faire, à amener la date jusqu'au port, à quai pour l'exporter, par exemple, je dis comme ça peut-être des bêtises, le coût à 5 euros, il ne peut plus le vendre de l'autre côté. Oui, c'est-à-dire qu'il ne peut plus être compétitif. Donc, ce n'est pas la même chose. À l'importation, c'est très facile de répercuter les coûts sur le consommateur. Comme il y a un problème de culture du consommateur aussi, donc même si le produit est multiplié par 2, on l'achète. Donc, ça a toujours été comme ça pendant des années. Aujourd'hui, on se retrouve devant ce problème-là de surcoût logistique. Et même, mais paradoxalement, vous disiez tout à l'heure, et j'avais l'impression que vous étiez d'accord, Abdallah Seriaï, avec le fait que ce soit essentiellement les entreprises publiques, les entreprises à capitaux publics qui se permettent donc d'immobiliser. Le stockage. Oui, mais la question est d'immobiliser les containers. Est-ce que ça signifie que les entreprises publiques doivent finalement beaucoup d'argent? Ça doit coûter très cher si elles considèrent les containers comme étant des espaces de stockage. Ça coûte cher, je veux dire, à tout le monde. Ça coûte très cher à tout le monde, aux opérateurs privés et aux opérateurs publics. Elles sont en ce moment en grande difficulté financière, les EPE. C'est pour ça qu'on dit que les équilibres financiers sont toutes les entreprises publiques et privées sont en difficulté. On ne peut pas dire qu'il n'y a que les entreprises privées, mais le public. Même les entreprises privées sont en difficulté. Maintenant, je voudrais revenir quand même, parce que la logistique, c'est une chaîne composée de maillons. Et les maillons les plus importants, c'est le transport maritime, et à l'intérieur des opérations portuaires et celles du commerce extérieur. Si vous permettez, je vais disséquer très rapidement le transport maritime. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, 96% du transport maritime des marchandises algériennes est assuré par des transporteurs étrangers. Je dis bien transporteurs et non pas armateurs, parce que je fais la différence en tant que professionnel entre un armateur qui arme son bateau et un transporteur qui fait le transport maritime. Oui. L'armement national, donc nous avons CNAN évidemment, les filiales, les sociétés CNAN. Qui représentent un pourcentage. Et Nolis, qui représente à peu près 3 à 4% des marchandises algériennes. Donc tout le reste est transporté par des opérateurs étrangers et il est interdit aux opérateurs algériens de faire du transport maritime. Et je dis bien, il est interdit depuis maintenant plus de 20 ans aux opérateurs algériens de faire du transport maritime. Qu'ils possèdent un navire ou qu'ils souhaitent faire de l'affrètement. Hein. Évidemment, la loi ne le permet pas. Pardon. Aujourd'hui, la loi permet à celui qui a un navire. C'est une aberration que nous retrouvons uniquement en Algérie. Normalement, l'affrètement maritime, vous n'avez pas à posséder un navire pour faire de l'affrètement. Oui. Bon,
C'était un article qui a été introduit au niveau du Code maritime qui date de 1998. Et il est là. Nous avons, en tant que professionnels, crié depuis une vingtaine d'années pour que ça change. Ça n'a pas changé. On continue d'engraisser les étrangers, mais on laisse de côté les Algériens qui peuvent améliorer le fret au niveau du transport, faire des qualifications au niveau de l'expertise. Est-ce que c'est les 9 milliards de dinars dont parle le ministre et qui dit que... ça n'a rien à voir. Je vais revenir. Qu'est-ce que ça représente en termes de coûts, justement? De transport le fait que 90% de l'armement soit étranger. C'est 5 milliards de dollars. Voilà, c'est 5 milliards de dollars en transport, l'équivalent, à peu près, environ 5 milliards de dollars de transport maritime, qui sort des caisses du trésor des devises algériennes. Pourquoi on ne permet pas aux Algériens de faire du transport maritime? Dieu seul le sait. Donc, nous, les opérateurs étrangers algériens ne peuvent pas faire de... Est-ce que vous représentez une association d'opérateurs Est-ce qu'il y a des propositions qui sont faites? Depuis une vingtaine d'années, madame, on ne fait que des propositions. Nous savons exactement où se trouve le mal. Encore faut-il qu'il y ait en face de nous des gens qui écoutent. Ou qui nous écoutent. Oui. Alors, on rappelle qu'il y a 2 gouvernements de cela, pour ne pas donner de nom. Il a été annoncé que les opérateurs nationaux allaient pouvoir faire de l'affrètement. Qu'en est-il de l'actuel gouvernement? Est-ce que actuellement vous avez eu un retour par rapport à une ambition par rapport à cela? Non, l'ambition existe. La volonté existe. Le ministre des Transports qui a pris ses responsabilités récemment, est quelqu'un du secteur qui maîtrise très bien les choses, normalement le secteur maritime, et effectivement c'est dans sa volonté d'introduire tout ça. Il y a un article au niveau d'un code maritime qu'il faut amender pour pouvoir ouvrir l'affrètement. Ça c'est le premier volet. Donc j'ai dit 5 milliards de dollars. Le deuxième volet, c'est l'organisation de notre complexe portuaire. Malheureusement, je dois dire que notre complexe portuaire n'a pas évolué au niveau organisationnel depuis une quarantaine d'années. Je dis bien 40 sana. Regardez ce qui s'est passé depuis 40 ans. Nous avons eu 6 présidents de la République en Algérie. Nous avons eu le monopole du commerce extérieur qui est tombé, donc l'ouverture du commerce extérieur à tous les opérateurs. Oui. Il y a eu le mur de Berlin qui est tombé. Donc un statu quo au niveau de l'infrastructure portuaire. Totalement. Mais uniquement l'infrastructure, l'organisation même et évidemment l'infrastructure. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les coûts portuaires en Algérie sont beaucoup plus élevés que ce qui se passe en Méditerranée. Je peux vous citer un cas, parce qu'il y a des produits, malheureusement, la chaîne logistique et les coûts portuaires qui font partie de la chaîne logistique ne permettent pas à certains produits algériens aujourd'hui d'être commercialisés à l'étranger. Ça, il faudrait qu'on le comprenne. Donc un désinvestissement il y a un désinvestissement de l'État, c'est ce que vous décrivez, au niveau des infrastructures portuaires. D'abord, il y a l'organisation du complexe lui-même. Je vous dis, depuis 40 ans, quelle est l'entreprise économique dans le monde qui, depuis 40 ans, n'a pas évolué? C'est incroyable. Mais malheureusement, c'est comme ça. Donc, il faudrait d'abord qu'on commence par faire évoluer ce que j'appelle le complexe portuaire. Voilà un peu ce que je peux dire et on peut rentrer dans les chiffres. Oui, on va rentrer dans les détails. Mohamed Touazi, de votre point de vue, vous êtes également chef d'entreprise. Est-ce que vous pensez que, comme le décrivait Abdallah Seriaï, l'organisation en elle-même concourt à combien? Est-ce qu'elle concourt dans le surcoût logistique? Ou est-ce que c'est le seul paramètre? Voilà. Avant de répondre à votre question, parce que ce n'est pas très pratique d'être à l'extérieur, parce que je voulais réagir et compléter ce que disait M. Sarai, avec lequel je suis d'accord d'ailleurs sur le principe à 100%. Alors effectivement, il y a un problème de texte, il y a un problème comment on va appeler ça? Une tétanisation dans la prise de décision. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Il y a un problème de confiance entre le pouvoir politique économique, entre l'administration et entre les opérateurs, entre l'entreprise. Il y a un climat de suspicion et tant que ce climat ne change pas, n'évolue pas,
ne soit pas éjecté dans nos rapports, on ne pourra absolument rien faire. Effectivement, quelle est cette logique de ne pas permettre à l'Algérien de ne pas être affréteur? Quelle est cette logique de ne pas permettre à l'Algérien de créer une banque, une compagnie aérienne? Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu des antécédents fâcheux. Dans ce cas-là, on devrait fermer toutes les routes parce qu'il y a des accidents de la route, il y a eu des morts, donc normalement on devrait arrêter. Donc il y a toute cette psychologie-là, il y a tout ce paradigme-là qu'il faudrait absolument faire évoluer le plus vite possible. Sans ça, donc, sans cette fameuse confiance, sans ce souci d'améliorer le climat des affaires, et pour les nationaux, et pour les locaux, et pour les encourager à investir, et pour attirer l'investissement, les IDE, qui sont... La diaspora également. De la diaspora, bien sûr. Quand vous écoutez ce genre de débat et que la diaspora ou les étrangers écoutent, ils se disent, mais bon Dieu, c'est un enfer l'Algérie, c'est un enfer administratif, c'est un arsenal juridique et réglementaire qui est basé sur la répression. Alors, essayons de changer au moins ça, essayons de changer cette mentalité, comme je le disais tout à l'heure. Et par la même occasion, j'ai oublié votre question. Je pense que vous avez avancé un petit peu dans le débat. La bureaucratie est un enfer, hein, quel que soit le pays, effectivement. Et vous me permettez, vous me tendez la perche pour cette question qui consiste, hein, je parle au conditionnel, où l'on parle de responsabilité commune lorsqu'on parle des transferts de devises. On parle d'une responsabilité commune entre les compagnies maritimes étrangères et les armateurs étrangers et leurs clients algériens. Est-ce qu'il y a lieu de considérer que les opérateurs économiques algériens peuvent être de connivence avec les armateurs étrangers lorsqu'il s'agit de leur payer leur dû, en quelque sorte? Mohamed Dib. Je voudrais aborder un sujet très important concernant justement votre question, par rapport à votre question aussi. Je rebondis ce qu'a dit M. Serrail sur l'affrètement, et c'est-à-dire l'affrètement pour le national, pour le privé ou public, il n'y a pas de problème. Vous savez qu'actuellement, le fret qui est pris par des étrangers, c'est à peu près 97% à 96%. Et le diktat des armateurs étrangers, il est là, on le voit tous les jours. Le fret en Algérie, il est presque le double par rapport au fret nos voisins. Donc, pour quelle raison? On se pose la question. Pour quelle raison? Vous savez que quand un navire arrive en Algérie, il arrive plein, il retourne vide. C'est un coût pour l'amateur. Donc l'amateur, déjà, auparavant, il a compté ça dans le fret. Il a doublé son fret pour ne pas perdre. C'est un navire qui revient vide. Vous savez que les conteneurs qui arrivent en Algérie, généralement, ils retournent vides aussi. Ils ne retournent pas plein. Est-ce que c'est une norme internationale que le bateau doit à repartir plein? Je vous donne un exemple très banal. Très banal, un transporteur terrestre. Vous lui dites, vous me ramenez de la marchandise d'Alger à Razawet. S'il retourne plein, donc automatiquement le coût du transport Alger-Razawet, c'est un coût normal parce qu'il va retourner plein. C'est un deuxième transport. Rentabiliser son déplacement. Sinon, il va vous compter peut-être le double, c'est ça. C'est le même principe. Un navire qui arrive dans un port algérien et quand il retourne vite, c'est des coûts pour l'amateur. Et ces coûts-là, l'amateur, il les compte dans le fret. Idem pour le conteneur. Donc, il faut qu'il y ait quand même un échange. Vous savez que la Chine, c'est le premier pays exportateur, d'après Doing Business, et c'est le premier pays importateur aussi. Oui. Il importe de la matière première. Donc c'est ça l'optimisation des transports. Qui peut avoir la solution de faire en sorte que les containers repartent pleins? Est-ce que c'est de l'ordre du possible? Développer de l'export, développer il y a l'écologie. effectivement ce point.
ce point de retour à vide est très important. Évidemment, pour repartir plein, il faut que nous produisions quelque chose et pour que nous puissions vendre à l'étranger. Pour pouvoir, mais il n'y a pas que le retour à vide qui plombe, si vous voulez, le coût de fret. Je vais vous donner quelques indications ici, que ce n'est pas les miens, c'est ceux de la Banque mondiale. Le séjour des navires à quai dans le monde. En Algérie, par exemple, pour tous les types de navires, en Algérie, il est de 2 jours et demi, en moyenne. La moyenne du monde est de moins d'1 journée. Donc on est à 2 fois et demi, plus le séjour des navires est 2 fois et demi plus long que dans les autres pays. Les porte-conteneurs, les navires de porte-conteneurs, c'est encore plus grave. Nous sommes en Algérie, le séjour du navire, à 3 jours et demi. 3 jours et demi, alors que dans le reste de la moyenne du monde, on est à moins d'1 journée. Donc ça fait presque 4 fois. Donc le navire va rester 4 fois plus de temps dans les ports algériens qu'ailleurs. Fatalement, les 4 jours, le ramateur va les compter dans le fret. Il sait que son bateau va attendre en moyenne 4 jours. Sans compter les bateaux qui restent en rade. Mais je compte tout ça. Vous comptez également le rade. Je compte tout ça. Là, ailleurs, c'est moins d'1 journée. Chez nous, c'est 4 jours. Oui. Fatalement, le prix ne peut pas être le même. En plus du fait que, par exemple, ça c'est les porte-conteneurs. Pour les produits secs, c'est-à-dire les produits vrac secs, c'est-à-dire le blé... Ce qui n'est pas conteneurisé. Ce qui n'est pas conteneurisé. En Algérie, c'est 7 jours, 7 jours à peu près. Oui. Ailleurs, dans le reste du monde, c'est 2 jours. Oui. Donc, elle est toujours bien au-dessus des normes. Très largement au-dessus. Et ça revient à quoi? Ça a un coût, tout ça. Et c'est quoi pourquoi, si vous voulez, il y a toutes ces attentes? Il y a, je parlais du complexe portuaire, de l'organisation des ports, de l'équipement de nos ports. Jusqu'à maintenant, depuis 40 ans, ça n'a pas évolué. Voilà le résultat. Alors, parmi justement les aspects qui provoquent un surcoût, vous avez parlé du rade, vous avez parlé également des navires qui viennent pleins et qui repartent vite. Il y a également la question des containers. On va en parler avec vous, puisque votre groupe a pris des mesures pour parer à cela. Mais avant cela, je voudrais poser la question à Mohamed Touazi et revenir à cette note que CARE a signée, qui fait des propositions par rapport aux containers et à l'accès aux containers usagés. Oui, effectivement. Encore une fois, il y a une aberration. C'est ce que, d'ailleurs, vos invités sur le plateau connaissent beaucoup mieux que moi, puisqu'ils sont spécialistes du domaine. Moi, je ne suis qu'usager du port. Un conteneur usagé, ça coûte à peu près $3 000. En général, les surestaries, ça coûte entre 40 et $100 la journée. Et on vient de dire qu'effectivement, pour diverses raisons bureaucratiques et qui sont complètement indépendantes de la volonté et du bon vouloir de l'opérateur, certains conteneurs restent trop longtemps dans l'espace portuaire et par conséquent sont soumis à des surestaries et à d'autres coûts de stationnement. Il y a quelque chose de très simple. Pourquoi la législation algérienne n'autorise-t-elle pas l'importation définitive de conteneurs usagés? Qu'est-ce que ça veut dire? J'importe de la marchandise de l'étranger et je ne rends pas le conteneur. Donc, à la limite, tout ce dont nous discutons aujourd'hui ne sert à rien puisqu'il n'y aura pas de problème de surestarie. Je le ramène et je le garde. Dans l'esprit du ministère, parce que dans l'esprit du ministère, c'est quand les conteneurs sortent du port qu'ils restent longtemps à l'extérieur aussi, entre autres. Donc, à partir de là, quel est l'intérêt de l'Algérie de ne pas autoriser ce type de conteneurs usagés à rester dans le pays qui pourrait servir pour plein de choses? Est-ce qu'on fabrique des conteneurs en Algérie pour se dire, tiens, on ne va pas faire concurrence à une industrie naissante qui est la fabrication de conteneurs? Ce n'est pas le cas. Donc, il y a un certain nombre d'aberrations dont M. Serey a donné quelques exemples beaucoup plus macroéconomiques et beaucoup plus importants tout à l'heure. Eh bien, ça continue avec des éléments de détail comme ça. Mais vous savez pourquoi il y a tout ça? Parce qu'il n'y a pas de concertation.
Et s'il y avait une concertation entre les pouvoirs publics, entre les opérateurs, entre les professionnels comme vous avez sur votre plateau, tout ça, c'est des éléments de détail qui peuvent se régler en 1 heure de réunion quand elle est efficace. Et comme nous n'avons pas encore cette culture de la concertation, nous n'avons pas encore cette culture d'encourager la création d'associations professionnelles, parce que ces associations professionnelles, elles servent à quoi? Elles existent pourtant. Elles servent d'abord. Non, elles ne sont pas nombreuses, elles ne sont pas efficaces et elles ne sont pas représentatives. Je suis désolé. Et de toute façon, je ne vise pas du tout ceux qui les ont créées ou ceux qui constituent ces... c'est une question de mentalité globale, c'est une question de structuration sociale, économique de l'économie algérienne. De mode opératoire ensemble. Pardon. Il y a énormément de choses à revoir et il faut les revoir globalement. Pas one by one. On ne peut pas se permettre ça, c'est trop dangereux, on n'a pas de temps à perdre et de toute façon, puisque l'objet de cette rencontre, c'est pourquoi on n'a pas d'argent, on n'a plus de devises et pourquoi on transfère pour les surestaries. Eh bien, les économies à faire, elles ne sont pas à ce niveau-là. Vous avez cité un chiffre qui est, je ne sais plus combien, ça représente 70 millions d'euros. C'est peanuts par rapport à tout, au gaspillage et par rapport à tout ce qu'on aurait pu gagner s'il y avait concertation, s'il y avait réflexion et s'il y a aussi une vision. Parce que s'il n'y a pas de vision, comment vous pouvez faire pour régler tous ces problèmes-là? Vous savez, il n'y a... Je pense qu'on a compris l'idée, Mohamed Touazi. Si vous permettez, je reviendrai vers vous. Entre autres mesures engagées, Mohamed Dib, vous avez eu l'idée, hein, allez-y, par rapport aux conteneurs. Je réponds par rapport aux conteneurs. M. Touazi a proposé que l'Algérie... C'est CAIR, hein, c'est le cercle CAIR. Oui, c'est proposé pour que l'Algérie, je ne sais pas, propose ou je ne sais pas quoi, pour que le conteneur reste ici. Ça ne se décrète pas, tout ça. Le conteneur est une propriété de l'armateur. Tout à fait normal. C'est permettre en fait l'importation des conteneurs usagés. Hein. C'est un peu ça ce qu'il propose. Ça coûte beaucoup d'argent. Il y a une réflexion au niveau, je pense... le ministère de l'Industrie, je pense, il y a une réflexion sur la construction des conteneurs en Algérie. On a tardé. Oui. Normalement, c'est un projet qui doit être fait il y a longtemps. Il y a un problème de conteneurs. Aujourd'hui, même le pavillon national n'a pas de conteneurs. Et ça coûte très très cher. La location des conteneurs, ça coûte cher. Donc, ce n'est pas donné. Vous savez, c'est-à-dire qu'on va transposer le problème des devises. C'est le même principe, c'est-à-dire qu'on va transposer le problème autrement. On va perdre encore beaucoup de devises. Donc, actuellement, c'est tout à fait normal. Si demain, il y aura l'ouverture de l'affrètement, pour les privés peut-être, ou pour les autres entreprises publiques, je ne sais pas. Là, chaque affréteur ou chaque armateur, s'il a des porte-conteneurs, par exemple, ou il a frais de porte-conteneurs, il a besoin de conteneurs. Donc, c'est à lui d'acheter ce conteneur ou de louer ce conteneur, ou je ne sais pas quoi. Mais pour qu'un conteneur puisse arriver ici, en Algérie, et qu'on ne le rentre pas à l'armateur, là, c'est-à-dire, ce n'est pas l'intérêt de l'armateur. C'est sa propriété. C'est-à-dire, la proposition de M. Touazi, elle est faisable et non faisable. Elle est non faisable pour les armateurs qui ont des flottes de conteneurs pour leur, si vous voulez, pour leur commerce, hein, qu'ils utilisent. Mais elle est faisable dans certains cas, parce qu'il y a beaucoup de cas où des privés ou du public veulent importer et utiliser en même temps l'enveloppe. Ça, c'est possible, mais à condition que la loi, puisque en fait ça date de la loi de 2009, loi de finances de 2009, qui a interdit, vous savez, en Algérie on a cette faculté extraordinaire, c'est quand on crée quelque chose, un costume, ce costume-là, on le fait pour tout le monde. Et donc quand on a dit en 2009, interdiction absolue d'importer tout ce qui est d'occasion, on a mis tout dedans. Et vous savez, donc les conteneurs d'occasion, les véhicules d'occasion, les matériels agricoles d'occasion, tout est bloqué. Là, sérieux, on rappelle quand même que la loi de finances de 2019, si je ne me trompe pas, ou 2020, le gouvernement a permis l'importation de chaînes de production d'occasion. Hein. Ça, c'est très ciblé. Il y a quand même eu une entorse. Oui, mais c'est très ciblé, ça. C'est les chaînes de production. Parce qu'il y avait un intérêt à cela. Hein. Il y avait un intérêt, parce qu'effectivement, l'économie mondiale, il y a beaucoup plus de
pays où il y avait une crise, donc il y avait des chaînes disponibles. Mais encore faut-il faire la chaîne au niveau du ministère de l'Industrie, obtenir l'aval préalable, etc. Et tout ça, ça demande du temps. Et entre-temps, le gars de l'étranger ne va pas vous attendre éternellement. Mais je vais revenir sur quelques points quand même qui sont importants en ce qui concerne les coûts. Je reprends toujours, hein, ça c'est un rapport de la Banque mondiale qui a analysé les coûts. Alors, une marchandise qui est, disons, pour lequel tous les documents sont prêts, en Algérie, elle met 96 heures, soit 4 jours à peu près, pour être dédouanée, pour sortir du port. Lorsque les documents sont tout est prêt, tout est disponible. Hein, tout est disponible, ça met. Donc on met la banque de côté. On met tout de côté. Je vous dis, tout est disponible, tout est là, on met ça 4 jours. Donc, en MENA, MENA c'est là, tout ce qui est Moyen-Orient et Afrique du Nord, oui. Afrique du Nord, c'est à peu près 3 jours. Dans le MENA, il y a l'Irak, il y a la Libye, il y a la Syrie, il y a des pays en guerre. Hein. Donc, voilà. Ailleurs, dans l'OCDE, c'est 3 heures ou là, 3 heures et demie de temps comparé à 4 jours. Au niveau des prix, tout de suite, c'est $400 en Algérie, c'est $250 au MENA et c'est $24. C'est des coûts qui doivent nous parler. Oui. Tout ça, ce sont des surcoûts et là, c'est de l'administratif. Les 4 jours au lieu de 3 heures c'est en OCDE, c'est un coût administratif, c'est un temps administratif. C'est un temps administratif. Parce que quand vous avez tout le dossier, vous venez à l'inspecteur des douanes, il doit faire la visite, M. Touazi le disait, c'est une visite systématique de tous les conteneurs, et fatalement, il faut d'abord que le gars du port soit disponible pour lever le conteneur, le ramener, l'ouvrir, et tout ça, ça prend du temps, fatalement, ça c'est clair. Oui. En tout cas, personnellement, je vais vous donner un chiffre qui va peut-être vous parler. J'estime que le surcoût, aujourd'hui, au niveau de la chaîne logistique, et notamment au niveau du complexe portuaire, est supérieur à $1 milliard. On doit être à 1,1 milliard, 1,1 milliard, 1,2 milliard. Surcoût dû à l'organisation de nos ports, à la connectivité de la communauté portuaire, parce que là aussi on doit en parler. Nous sommes les seuls ports presque qui n'ont pas de plateforme d'échange numérique. Justement, il y avait un projet d'installer un guichet unique, et celui de numériser aussi l'infrastructure, les infrastructures portuaires. Des projets, nous en avons depuis une vingtaine d'années. Mais le résultat, est-ce que quelque chose a été amorcé en la matière, Mohamed Dib? Là, pardon, il y a aussi un indicateur, un indice très très important, c'est ce qu'il disait M. Sarraï, c'est toujours la logistique, l'indice de performance logistique. Il y a cet indice-là, il se compose en 6 dimensions. Il y a la première dimension qui est très très importante, c'est surtout ça, c'est l'échange documentaire, des déclarations douanières, ce qui prend tout 4 ce jours. qui est documents, tout ce qui voilà, c'est ce qui prend 4 jours. Et procédures et tout ça et d'échange. Et là, je parlerai du guichet unique électronique, unique virtuel. Là, on en parle, c'est vrai, depuis 20 ans. Je pense que à ce niveau-là, il n'y a pas eu trop de sensibilisation sur ce problème-là. Il n'y a pas eu de volonté politique pour réellement créer un guichet unique. Vous savez que le Bénin a son guichet unique. Il y a quand même, il a été fait en 2014-2013. Ils sont arrivés à le faire, le guichet unique. Et en Algérie, on en parle depuis 20 ans, on l'a pas fait. Nos voisins ont leur guichet unique, en l'occurrence le Maroc par exemple. La Tunisie aussi. Vous savez que c'est pas des choses vraiment magiques, c'est pas des choses, c'est très très simple. Il s'agit d'avoir la volonté de le faire et créer réellement une équipe d'experts. C'est ça, c'est la compétence parfois, c'est ce problème de compétence. C'est-à-dire, nous avons les compétences en Algérie, nous avons les compétences qui font du numérique. Si on donne ce projet, un projet algéro-algérien,
je vous assure que c'est pas sorcier. Mais on va dire que c'est une plateforme numérique, ça disqualifie une bonne partie du personnel, on est d'accord, hein. Il y a une perte de pouvoir, et on sait il faut le dire, il y a un pouvoir entre les mains des personnes, dans les différentes institutions. Mais là, c'est une croyance seulement de certaines personnes, c'est une croyance. Le guichet unique, au contraire, il va ramener un plus, un grand plus. Oui. C'est toute la communauté portuaire qui va donc se connecter à ce guichet unique, même le flux financier, parce que dans la logistique, il y a 3 flux importants. Il y a un flux physique de la marchandise, ça c'est connu. Il y a le flux informationnel qui est c'est les échanges très importants. Il doit être numérisé. Oui. Il y a aussi le flux monétaire. Actuellement, le flux monétaire, même à partir du guichet unique, je peux faire mes paiements électroniques, etc. Est-ce qu'on a évalué la plus-value sur le plan du coût de l'utilisation d'un guichet pareil? Est-ce qu'on a évalué ce qu'on pouvait gagner grâce à... Madame, au lieu de mettre 4 jours, vous allez mettre comme voilà, les pays. C'est les délais, surtout les délais. Et quand vous ramenez à 3 jours, évidemment, vous ramenez de 4 jours à 1 jour, vous avez gagné beaucoup d'argent. Oui. Et ce que vous dites, Madame Imen parlait de la transparence, parce que cette plateforme numérique, qu'est-ce qu'elle va induire? Elle va induire une plus grande transparence. Bien sûr. Et donc, tout ce qui se fait au niveau de la place portuaire va être connu de tous les opérateurs. Certainement que certains ne veulent pas de cette transparence. C'est pour ça qu'on est bloqué depuis 20 ans. On va poser la question justement à l'opérateur qui est avec nous à distance via Skype, Mohamed Touazi. L'Algérie s'est inscrite dans le cercle des grands pays africains à travers la zone africaine de libre-échange. Il y a certainement un challenge qui va se créer. On l'a écouté avec vous, Monsieur Dib, tout à l'heure. Vous avez dit que le Bénin et un certain nombre de pays africains ont déjà ces procédés numériques qui permettent une meilleure concurrence et compétitivité des opérateurs. Comment vous voyez ce manquement? Vous savez, dans ce type de discussion, il faut qu'il y ait quelque chose de commun à tous. Et je vois qu'à peu près, par rapport à ce qu'ont dit les 2 personnes sur le plateau, je suis absolument d'accord. Oui, très rapidement. Alors, les 2 maîtres mots sont la simplification administrative et la digitalisation au plus vite. Monsieur Sarraï vient de parler de quelque chose. Est-ce qu'il y a des blocages ou parce que certains ne veulent pas la transparence? À la limite, ce n'est pas notre souci à nous. Le pouvoir politique et économique, c'est à lui de décider d'instaurer cette transparence parce qu'elle est utile. Et la transparence, vous savez ce qu'elle a comme premier impact économique? La rationalisation des dépenses. C'est-à-dire, il n'y a pas de grabuge, il n'y a pas de dépenses pour rien, puisqu'il y a une concurrence pure et parfaite entre tous les opérateurs, entre tous les intervenants. Après, si certains ne veulent pas, c'est pas à nous, en tant que professionnels à côté de vous et moi, opérateurs économiques, qui pourront faire quelque chose. Nous pouvons faire seulement de la dénonciation, de la proposition, de la vision, de l'explication et peut-être de la disposition à débattre et de la disposition aussi à relever certaines choses tellement aberrantes qu'on pourrait et on devrait et on voudrait tenir l'opinion publique à témoin. Voilà ce que j'ai à dire avec une petite pointe de colère. Merci, elle est acceptée, Mohamed Touazi, vous êtes notre invité ce soir. Une dernière question, et il nous reste très peu de temps, si vous pouvez réagir rapidement par rapport à la situation de la CNAN, qui est donc l'armateur public, qui est là, qui rencontre des difficultés. On a appris qu'un navire de la CNAN est actuellement bloqué au niveau du port d'Anvers pour des raisons de non-paiement. Est-ce qu'aujourd'hui, dans quel état se trouve aujourd'hui les navires, l'entreprise, la CNAN? Je ne suis pas habilité à en parler, parce que vous êtes opérateur connexe, je sais bien, nous n'avons pas de représentants. Je suis opérateur connexe, mais personnellement, je pense que ça ne m'étonne pas du tout que ce que vous venez de dire, qu'un navire de la CNAN soit bloqué à Anvers ou ailleurs. Donc la situation de la CNAN, d'ailleurs les deux filiales, aussi bien CNAN Med que CNAN Nord,
sont connues. C'est des situations financières très difficiles qui, évidemment, plombent les deux sociétés. Donc, c'est à l'État et aux différentes structures de l'État de réfléchir à tout ça et de trouver la solution. Par contre, quand même, je vais terminer par des propositions. Ça, c'est rapidement, allez-y. Important. Pour moi, il y a quelques propositions qui sont importantes. Un, c'est commencer par la réorganisation des ports et l'abolition des monopoles portuaires pour informer toute la communauté qui est informée. Les ports sont le seul monopole qui existe aujourd'hui en Algérie. Vous ne pouvez pas activer à l'intérieur de l'enceinte portuaire, toutes les activités à l'intérieur du port sont réservées aux entreprises portuaires. C'est une aberration, mais elle est là. C'est un monopole de fait, factuel. Ce n'est pas un monopole légal. Absolument pas. Vous ne pouvez pas. Donc, le deuxième point, c'est ouvrir le transport maritime aux opérateurs algériens, c'était l'affrètement maritime. Public et privé. Public et privé, bien sûr, ça c'est clair, public et privé. Et je pense que le transport maritime ouvert aux opérateurs nationaux permettra le contrôle de la marchandise en Algérie. Parce que beaucoup de gens pensent que pour contrôler la marchandise, il faut être armateur. Ce n'est pas vrai. Je contrôlerai la marchandise si je suis transporteur maritime. Pour information, les États-Unis n'ont pas d'armement, si vous voulez, conteneur par exemple. Ça ne veut pas dire qu'ils ne contrôlent pas tout ce qui se passe chez eux. C'est le coût qui décide en fait. C'est non seulement le coût, bien sûr, le coût qui décide. Peut-être une autre proposition, rapidement, la dernière, c'est la mise en place auprès du Premier ministre d'un organisme de facilitation du commerce extérieur. Voilà. C'est cet organisme qui va avoir un peu le pouvoir et l'analyse et le pouvoir de décider. Je parlais tout à l'heure du tiers, 6000 positions qui sont en formalité administrative particulière. C'est une aberration. Il faudrait que quelque part quelqu'un dise ça suffit. Parce que c'est des blocages à l'importation, c'est des surcoûts aux marchandises. Voilà c'est des documents que les gens attendent indéfiniment. Le dernier mot est à vous, Mohamed. Je voudrais par dire quand même une lueur d'espoir qu'actuellement au niveau du ministère, et c'est pour la première fois, il y a des dossiers sérieux qui sont en cours. Il y a une proposition de certains dossiers, M. Serraï en a parlé tout à l'heure, et c'est parmi ces propositions. Donc quand même, il y a une volonté politique actuelle avec notre ministre actuel. Et je pense qu'ensemble, entre le public et le privé et les associations, telles que l'association des professionnels des consignataires par exemple, pourquoi pas d'autres associations de transitaires ou autres, donc on peut faire les choses ensemble. Voilà, et je vous remercie. Et évidemment, le ministre du secteur qui a annoncé qu'au prochain Conseil des ministres, lorsqu'il se tiendra, des propositions seront faites qui concernent justement les aspects qu'on a évoqués. Je vous remercie d'avoir fait le débat avec nous. Merci à vous, Mohamed Touazi, qui étiez à distance et qui avait fait le débat avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes membre du think tank CARE, le cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise et économiste. Merci d'avoir été parmi nous. Merci à vous, Abdellah Seriaï, d'avoir été là, président de l'Association des professionnels et agents maritimes. Et merci à vous, Monsieur Mohamed Dib, PDG de la société GEMA. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Pour ceux dont le sujet intéresse, la logistique, le transport, le fret maritime, revoyez cette émission sur la chaîne YouTube de Canal Algérie et sur la page officielle de Canal Algérie. Quant à moi, je vous retrouve mercredi prochain, Inch'Allah, pour une nouvelle thématique. Très bonne soirée à tous. Prenez soin de vous et de vos proches.